Cette vidéo est un complément de la 4e psychoanalyse dans laquelle j'aborde la notion de complexe paternel. Donc si vous voulez la voir, je vous la mets en suggestion. Et en fait, dans la période pendant laquelle j'écrivais cette psychoanalyse, j'ai écouté l'émission de Frédéric Tadei, Europe 1 Social Club, où un invité a parlé de la question du père dans la saga Star Wars. Ce qui nous intéresse particulièrement ici, et donc ce sur quoi je vais vous demander de centrer votre attention, ce sont les thématiques qui sont associées à la question du rôle de père. Le père de famille, le chef d'une nation et le lien social, le vivre ensemble. Europe 1 Social Club, Frédéric Tadei. Nous sommes jusqu'à 21h avec Oxmo Puccino, François Jouffa, Jean Vedli et Thomas Negarov. Vous êtes historien et vous publiez « Je suis ton père » aux éditions Naïves, un essai sur la saga Star Wars, sur l'Amérique, sur les démons de l'Amérique. Je suis ton père, c'est ce que dit Dark Vador à Luke dans le numéro 5 de la saga. Star Wars, dites-vous, n'est pas seulement une saga cinématographique à succès pour adolescents, il y a autre chose. Elle interroge, dites-vous, l'itinéraire d'une nation, l'Amérique. Oui, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, on imagine toujours que George Lucas a construit le mal sur les grands modèles totalitaires du XXe siècle, nazisme et stalinisme, alors qu'en fait, quand on regarde bien la saga, et je l'ai revu beaucoup pour le bouquin, en fait, il ne parle que de l'Amérique. Et ça, j'en ai eu la certitude en lisant une interview, enfin un compte rendu d'une réunion de travail entre Lucas et ses scénaristes. On est entre l'épisode 4 et 5. Alors, pour ceux qui ne sont pas trop habitués, historiquement, le 4 c'est le premier. Donc on est en 77, on est entre 77 et 80. Et ces scénaristes lui disent mais qui est Palpatine ? Palpatine, c'est le chancelier qui va devenir dictateur. Et on s'attend à ce qu'il réponde Hitler, par exemple, chancelier qui utilise la peur pour arriver au pouvoir et pour transformer une démocratie en dictature. Sans avoir fait beaucoup d'études d'histoire, on sait que ça correspond à peu près à l'Allemagne de Weimar qui bascule dans le Troisième Reich. Mais à la surprise de tous, il répond Palpatine, c'est Richard Nixon. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, évidemment, c'est Richard Nixon. Et donc après, tout se déroule autour d'une nation qui a, depuis les origines, la peur de sa possibilité, à savoir de devenir un empire. Et des gens qui résistent à ça. Vous savez, l'anti-impérialisme est aussi vieux que l'impérialisme lui-même, puisque c'est en 1898, quand les Américains conquièrent Cuba, que c'est le début de l'aventure impérialiste américaine, d'une certaine manière. Et oui, cette année-là, on aurait pu avant, même quand ils ont envahi le Nouveau-Mexique, le Texas, la Californie. C'est un peu difficile de dire ça, mais en tout cas hors de ses frontières et de manière assumée hors de ses frontières. Et c'est pile cette année-là, en 1898, que Mark Twain va fonder la Ligue anti-impérialiste. Donc il y a cette histoire-là, la guerre des étoiles, on peut aussi la lire comme ça. On n'est pas obligé de la lire comme étant le bien, l'Amérique contre le mal, l'URSS par exemple. Et alors vous dites qu'elles sont en même temps, cette saga, nos démons intimes, les rapports au père et les rapports au fils. Oui, parce que si j'ai appelé ce bouquin « Je suis ton père », c'est bien parce que, contrairement à ce qu'espérait peut-être Lucas, c'est qu'en réalité, alors qu'il se présente plutôt comme une œuvre contre-culturelle, cette saga, La Guerre des Étoiles, est en réalité extrêmement conservatrice, voire réactionnaire. Puisque quand on regarde un peu la saga, on se rend compte que le désordre provient d'une famille dysfonctionnante. Le désordre provient quand le père n'est pas le père, d'abord parce qu'il ne sait pas qu'il est le père, et ensuite quand il le sait, il veut attirer son fils du côté obscur en lui disant je suis ton père, mais pas en se sentant père, mais juste comme une astuce d'un complot. Là vous parlez de Dark Vador. Dark Vador, pardon, avec Luke. Et quand on regarde un peu la première trilogie, celle de 77 à 83, à peu près à un quart d'heure de la fin, donc il y a 6 heures avant de film, enfin le fils et le père et le père, c'est-à-dire que là, pour la première fois, Dark Vador a un geste de père en tuant Palpatine qui voulait tuer Luke. Et là, à ce moment-là, il est le père, le fils est le fils. Et alors là, en 10 minutes, l'ordre est rétabli dans le cosmos. Et c'est pour ça que je peux raconter et dire que cette saga, d'une certaine manière, elle a préparé la révolution réganienne, l'ordre moral, les valeurs familiales, remettre un petit peu, comme on dit parfois en France, l'église au centre du village. C'est un peu ça Star Wars aussi, alors que c'était une espèce de projet très contre-culturel. Et c'est pas étonnant que Reagan l'ait réutilisé à son profit en dessinant, lui, l'URSS comme étant le mal et non pas l'Amérique. Mais ça marchait parce que les Américains avaient été forgés par ça. Mais qui peut penser que c'était un projet contre-culturel et que ça n'était pas conservateur et réactionnaire, puisqu'il suffisait de voir le film précédent de George Lucas, American Graffiti, oui, qui était un film sur l'âge d'or de l'Amérique, et l'âge d'or, il l'a situé dans les années 50. C'est-à-dire avant la contre-culture des années 60, avant Kennedy, avant les Beatles, avant Bob Dylan. Oui, mais en même temps, c'est quand même un film qui raconte comment une démocratie et les États-Unis peuvent devenir autoritaires, voire totalitaires, par le truchement de la rhétorique de la peur utilisée par ses dirigeants, qui présentent les Ewoks dans le 3e épisode
épisodes chronologiquement. Donc on est avec les Ewoks qui sont les gentils, mais qui en fait sont des combattants Viet Minh en réalité. Donc il arrive à inverser la proposition habituelle qui est que le bien c'est l'Amérique et le mal c'est les autres. Au fond, George Lucas, c'est un Américain qui essaye de nous faire croire que son pays est le plus grand pays du monde. En tout cas, qui essaie oui, c'est un peu ça, et que surtout essaye de dire aux Américains, attention, il y a des pièges. Mais le problème, c'est qu'il est tombé lui-même dans le piège, puisqu'il a nourri ses opposants politiques. C'est ça qui est fascinant dans l'œuvre, en fait. Quand on vous suit bien dans votre livre, Thomas Snegarov, on se dit qu'au départ, la République américaine était une fondation politique parfaite, comme la République galactique, en fait, dans Star Wars. Telle qu'elle a été pensée par les pères fondateurs, c'était la perfection. Les pères fondateurs. Les pères fondateurs. Oui. C'est retrouver le père, hein. C'est vraiment ça l'idée. Hein. Sauf que la démocratie américaine n'a jamais été parfaite. Elle était pervertie dès le départ par son acceptation de l'esclavage. Ni les Noirs ni les Indiens n'étaient des hommes à part entière dans la démocratie américaine. Donc au fond, l'Amérique est comme tous les pays du monde et la démocratie américaine comme toutes les démocraties du monde, imparfaite dès le départ. Oui, avec une différence peut-être, c'est qu'ils ont une relation complètement mythifiée à leur histoire, alors que nous avons une relation peut-être plus rationnelle, plus complexe, plus de réflexion autour de notre histoire nationale, de notre roman national, alors qu'aux États-Unis, longtemps, n'importe quel candidat à la présidentielle ayant fait la guerre du Vietnam était un héros. On lui demandait pas s'il avait torturé. Imaginez un candidat français qui aurait fait la guerre d'Algérie. Vous imaginez le genre de débat qu'il y aurait? Aux États-Unis, il y en a pas. Il y en a pas. Oui, mais d'accord. François Jouffa. Non, mais d'accord. On n'a pas le droit d'en parler parce que c'est amnistié. Mais oui, d'accord. Enfin, il est plus candidat. Justement, vous parlez du père. Il y a le père, faut pas oublier. Non, mais il y a le père et les deux jeunes filles ne sont pas des Ewoks. Hein. Non, mais là, je ne parlerai pas de ça. Enfin, toujours est-il qu'aux États-Unis, il y a un rapport à l'histoire nationale qui est vraiment fantasmé. Je cite Gary Wills, qui est un historien américain que j'adore, et qui dit non seulement nous réécrivons notre passé, mais c'est parce que nous en avons besoin. C'est-à-dire que c'est un sentiment, sans ça, l'unité américaine, elle ne tient pas. La démocratie, elle est tellement imparfaite qu'elle ne tiendrait pas. Donc on est obligé de se créer un passé fantasmé, mythifié. Comme toutes les nations. Comme toutes les nations, mais peut-être là encore davantage, parce qu'on est une nation tellement diverse, tellement inégale en fait. Vous parlez des États-Unis. Des États-Unis qu'on est obligé d'inventer quelque chose comme par exemple le rêve américain, qui est une vaste plaisanterie. Tous les sociologues savent bien qu'il y a beaucoup moins d'ascenseur social aux États-Unis qu'ailleurs dans aucun autre pays développé. Mais on fait comme si ça existait parce que ça permet de vivre ensemble. Rien ne sert de traîner en peur. Je me délivrerai de mes rêves. Sinon j'ai l'impression de rester en burb. Quand les